à toutes et à tous, et bienvenue chez les Chroniques du Commandeur. Les spoilers et les nouvelles éditions s'enchaînent en ce moment. Après les Horizons du moderne 3ème du nom, qui nous avait donné un nombre impressionnant de nouveaux jouets pour nos decks, c'est maintenant au tour d'une édition des univers infinis de rentrer en lice. Assassin's Creed. Bien que plus modeste et presque déjà noyé sous les aperçus de Bloomburrow et de Mort de Brume, ce n'est pas une raison pour passer à côté, car elle pourrait peut-être vous réserver quelques surprises. On notera déjà ces boosters particuliers de 7 cartes, dites infinies, sur le modèle de l'invasion des machines le jour d'après. Avec quand même les boosters collector qui vont avec pour ne pas trop chambouler les habitudes. Je suis Ragun, et moi en tout cas, j'ai vu quelques cartes intéressantes pour le commandeur. N'y allons pas par quatre chemins, l'intérêt principal d'un set univers infini réside bien évidemment dans sa licence et dans la qualité de son adaptation en règles et cartes de Magic. Wizards a encore fait un travail de qualité ici, comparable à l'édition Doctor Who que j'avais trouvé très bonne sur ce point également. Les fans d'Assassin's Creed retrouveront avec plaisir leurs personnages préférés et l'univers de la licence. Des petites citations rigolotes aux personnages inspirés par l'histoire du monde réel, tout y est et cela fera forcément des heureux. Pour les autres, pas d'inquiétude, il y a quand même quelques raisons de s'intéresser à l'édition malgré sa taille réduite. Déjà, l'édition n'est pas avare en réimpression. En effet, sur la grosse centaine de cartes qu'elle contient, près d'1 sur 5 ne sont pas nouvelles. De quoi stabiliser ou faire baisser le prix de quelques petites choses très intéressantes pour le commandeur. On notera la présence de 2 épées, l'épée des ténèbres et de la lumière, et l'épée de festin et de famine, mais aussi connexion du marché noir, de quoi ravir les joueurs qui n'auraient pas déjà ces cartes. Dans le genre ticket gagnant, vous trouverez aussi l'intrusion temporelle, même si la stratégie tour supplémentaire a tendance à faire grincer des dents sur les tables, et le cycle de terrain canopé du premier set des Horizons du moderne, en version panorama, sans bordure, traitement sympathique, repris du Seigneur des Anneaux, mais disponible uniquement dans les boosters cette fois-ci. Enfin, j'ai noté 2 cartes qui n'avaient virtuellement pas été rééditées depuis leur sortie originale, Reconnaissance et Couverture des Ténèbres. On est ici sur des cartes de niche, ce qui fait donc dégringoler le prix. N'hésitez pas à vous les procurer si vous avez un jeu qui pourrait en profiter. Et les nouvelles cartes alors ? Sans grande surprise, l'édition nous offre énormément de support pour le type assassin, avec pour commencer un nouveau mot-clé, Course libre. Course libre, c'est un coût alternatif que vous pouvez payer à la place du coût de mana classique de la carte si vous avez infligé des blessures de combat ce tour-ci avec votre commandant ou avec un assassin. Attaque surpuissante utilise cette mécanique pour refaire une phase d'attaque immédiatement et donc terminer la partie dans le deck adapté. J'ai également vu la synchronisation des points de vue qui, de sort de rampe standard, se transforme en culture boostée aux hormones. Pour compléter ce support typal, on trouvera beaucoup d'effets qui se déclenchent quand nos assassins font des dégâts de combat. Layla, Hassan et Jacob Fry vont récupérer vos assassins et vos sorts historiques depuis votre cimetière. Ezio, l'âme de la vengeance, va vous faire piocher de quoi assurer la victoire, et Raccourci par les toits va vous permettre d'alimenter votre champ de bataille en assassin à chaque phase d'attaque. Enfin, Wizards donne des lords en la personne de Achille Davenport et de Arnaud Dorian. On triple le nombre de lords disponibles pour la stratégie, mine de rien. Mais quel commandant pour mener cette belle troupe d'assassins ? Eh bien je vous propose Altaïr Iblahad. 3-3 initiative pour 3 en mardu, pour 3 dans les couleurs rouge, blanc et noir, mais surtout une capacité excellente pour réutiliser ces assassins décédés, car il va les réanimer sous forme de jetons temporaires à chaque phase d'attaque. Dit comme ça, c'est un petit peu mou, mais son fonctionnement avec un marqueur sur une carte en exil signifie que les créatures restent disponibles pour sa capacité, même s'il se fait gérer et que vous devez le rejouer. Autant de résilience n'est pas à négliger avec 3 adversaires à la table. Reprenons maintenant notre déroulé classique avec le blanc. La fameuse meule de foin est évidemment de la partie. Ce petit artefact pour un générique et un mana blanc va vous permettre de passer une de vos créatures hors phase pour la modique somme de 2 mana et d'un engagement. Parfait pour protéger un commandant Voltron tout au long de la partie. N'oublions pas les Templiers et leurs troupes.
Chevalier des Templiers est la nouvelle addition des familles grandissantes des cartes jouables en multiples exemplaires. 3-1 vigilance pour 2 manas dont un blanc, ce ne sont pas spécifiquement ses statistiques qui nous intéressent ici, mais bien sa capacité à tutoriser directement en jeu des artefacts légendaires. Déjà, Pierre Psalmodique est légendaire, donc plus besoin de trouver des moyens stables de la trouver pour faire tourner le deck. Si on reste mono-blanc, on a accès à de beaux véhicules comme le Pridwen vaisseau amiral de l'acier ou encore Par Hélion 2 pour boucler la partie. Et si on accepte d'autres couleurs, les bêtises de type Citadelle de Bolas deviennent accessibles. C'est probablement la version la plus versatile de cette stratégie et j'ai hâte de voir ce que vous pourrez en faire. En bleu, je n'ai vu que le crâne de cristal longue vue Issou. Bon, déjà, c'est un artefact légendaire. Mais c'est surtout un caillou qui vous permet aussi de jouer des cartes historiques depuis le dessus de votre bibliothèque. Ce n'est pas la carte du siècle, mais cela reste un bon ajout dans les stratégies légendaires et artefacts notamment. Espérons simplement que le double bleu de son coup de mana ne soit pas rédhibitoire. En noir, j'ai vu un peu de support pour les stratégies Mu. Roshan, Magister secrète, est une assassine 4-4 pour 3 génériques et 1 noir, sans aucune évasion ou protection. La première capacité est malheureusement un peu anecdotique, mais les 2 suivantes me donnent envie de la jouer tout de même. La deuxième donc donne la menace à toutes nos créatures face cachée. C'est sympathique et va permettre de mettre quelques points de dégâts supplémentaires. Le vrai sel de la carte est évidemment à la fin de sa boîte de texte qui vous offre de la pioche gratuite quand vous suivez le plan principal de votre stratégie. Révéler des créatures face cachée. On ne dit jamais non à de la pioche, surtout quand elle ne nous demande rien. Ok, nous voilà à la moitié de la vidéo. C'est le moment où je vous embête en vous rappelant que si la vidéo vous plaît, un pouce en l'air et un partage, ça aide énormément la chaîne. Et bien sûr, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur Facebook et Twitter pour ne rien rater de nos actualités et à nous rejoindre sur Discord pour discuter Magic avec nous. Enfin, les Chroniques du Commandeur, c'est également une association et vous pouvez la rejoindre si vous le désirez. C'est une autre manière de nous soutenir et de nous permettre d'améliorer notre matériel pour les streams, mais aussi ceux de nos déplacements pour caster des tournois dans toute la France. Profitez de ces moments-là pour venir nous dire bonjour. On reprend sans aucune subtilité en rouge avec Surt, Jotun Ardent. Une 5-5 piétinement pour 3 génériques et 2 rouges, qui va avoir un effet de foudre à chaque fois que vous lancez un sort historique. C'est clair, net et efficace. Encore du support pour les jeux légendaires ou artefacts, et je le vois très bien finir une partie en compagnie du Tisse-Feu téméraire et de l'artilleur ingénieux. J'ai également vu la lance de Léonidas. C'est un artefact équipement légendaire, et il est un peu cher, il le faut reconnaître, pour ses 3 manas, et encore 2 manas supplémentaires pour l'équiper, mais il offre une belle flexibilité pour un jeu Voltron. Double initiative pour finir la partie, un jeton cheval 3-2 pour bloquer, ou mettre un peu plus de pression, et surtout une capacité pour recycler des cartes de sa main si besoin. Les effets sont corrects, rien n'est très oppressant, et je pense donc que cela brillera surtout sur des tables au niveau de puissance modérée. Que vous dire pour le vert ? L'édition nous propose littéralement 4 nouvelles cartes dans la couleur, et j'ai déjà parlé de la synchronisation des points de vue. Désolé pour les joueurs de la couleur, mais là, il n'y a juste rien. On passe à la suite. Passons au multicolore, et là, il y en a un petit peu plus. Comme pour le reste de l'édition, ne vous attendez pas à des staples globaux, mais certaines stratégies plus ou moins de niche récupèrent quelques jouets supplémentaires. Les jeux chevaliers, non, pas cela, récupèrent un Lord de plus avec Aitam Kenway, une 3-3 pour 4 manas dont un blanc et un bleu, et surtout plus 2 pour tous nos autres chevaliers. C'est déjà plutôt bien, mais en bonus, il arrive avec une petite emprise du destin pour vous débarrasser de 3 créatures adversaires problématiques. Dans un autre registre, j'avoue qu'effet de transfert m'intrigue beaucoup. Cet enchantement va vous permettre de partager les mots-clés de toutes vos créatures à la manière d'un Audric Maréchal Lunarque. La différence, au lieu de regarder les créatures sur votre champ de bataille, il faut s'intéresser aux créatures dans votre cimetière. Un effet vraiment unique qui donnera sans doute des idées aux deck builders acharnés qui se cachent parmi nous. Enfin, revenons au support pour les stratégies légendaires, avec Aya d'Alexandrie. J'aime beaucoup cette assassine 4-3 et lien de vie pour 4 manas. Déjà, les statistiques sont bonnes, mais en plus, elle va vous permettre d'assurer vos arrières en créant une flopée d'assassins 1-1 avec la menace. De quoi défendre le temps d'assembler une armée suffisante pour gagner.
Et voilà, on a fait le tour de cette édition d'Assassin's Creed. Enfin, presque. J'ai quand même vu quelques créatures légendaires à qui j'ai envie de donner une chance en zone de commandement. Cléopâtre, pharaon en exil, est une 2/4 pour 4 manas dont un noir et un vert, et est taillée pour diriger un deck légendaire. Sa première capacité lui permet de faire doucement grossir nos autres créatures avec des marqueurs +1/+1 afin de préparer le terrain pour la seconde qui transforme nos créatures légendaires en réserve de pioche. En effet, à la mort de l'une de nos légendes, si elle avait des marqueurs sur elle, nous allons piocher autant de cartes qu'il y avait de marqueurs et perdre 2 points de vie. Je vois déjà la boîte à outils, marqueur +1/+1 des jeux vert-noir. Rishkar, renégat de Pima, et Rayyan, dernière des Abzan. On rajoute la suite de gestion et d'interaction, quelques créatures légendaires sympathiques, et hop, nous voilà partis pour attaquer avec de gros légendaires, refaire sa main à chaque créature qui meurt, et proposer un board toujours plus grand et plus fort. Dans un autre registre, j'ai également vu Eivor, pareil au combat. Rien d'original ici, avec un énième commandant Boros équipement. Ce coup-ci 5/5 pour 3 manas génériques, un rouge et un blanc, avec la célérité et la vigilance. Sa particularité, il n'a pas besoin de passer les bloqueurs pour faire des dégâts, car il va infliger à chaque adversaire un nombre de blessures égal au nombre d'équipements que vous avez sur le champ de bataille au moment d'attaquer. Sans surprise, je vous invite à jouer les meilleurs équipements disponibles, pourquoi pas les 2 épées réimprimées dans l'extension, ou encore la classique hache de bataille forgée dans le sang, qui ne manquera pas de se multiplier jusqu'à atteindre une masse critique. Plus intéressant, c'est probablement le commandant parfait pour ressortir vos équipements créatures avec la reconfiguration de Kamigawa, la dynastie Néon. Aucune bonne raison de se priver d'une écharpe de lion par exemple, qui assurera du board, et de la gestion du cimetière, et comptera comme un équipement dans tous les cas. Enfin, vous connaissez tous l'attirance pour les jeux à thème un peu nuls d'un des membres de l'équipe. Je ne pouvais donc pas passer à côté de Edward Kenway. Nous avons ici un 5/5 pour 2 manas génériques, un blanc, un noir et un rouge, et bien que sa première capacité nous indique un côté pirate ou assassin, j'ai évidemment envie de le jouer en mode véhicule. Déjà, il est tricolore, et va donc nous permettre de choisir des véhicules auxquels les options existantes n'ont pas accès. N'oublions pas non plus ses capacités. La première va vous générer rapidement une tonne de mana, et me donne tout de même envie de lister quelques assassins pirates, du genre de sirène, dompte tempête, pour optimiser au maximum nos pilotes de véhicules. La seconde transforme les 10 véhicules en source de card advantage en volant des cartes adverses que vous pourrez jouer sans souci grâce à tous vos trésors. Cela me donne envie de jouer des véhicules avec le piétinement. Ce bon vieil express incontrôlé, l'indomptable qui vous fera en plus piocher vos propres cartes, et si vous aimez mixer des licences, n'oubliez pas le chevalier paladin. Et voilà, c'était ma sélection des cartes pour le commandeur. Et vous, avez-vous vu d'autres choses qui vous intéressent? Allez-vous acheter des cartes de cette extension ou vous réserver pour la prochaine? J'attends vos réponses en commentaire. En attendant, on se retrouvera le mois prochain pour un nouveau top qui sera consacré cette fois-ci à l'extension pleine d'animaux tout mignons. De quoi amener un vent de fraîcheur dans le lore de Magic, je l'espère. D'ici là, portez-vous bien. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt chez les Chroniques du Commandeur. Bye bye à tous.